Salut à tous, c'est Manu pour RCF1. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite revue de la dernière WRC F1, la version 0.17, qui est donc une nouvelle itération de cette WRC. Alors la F1, je crois qu'elle était sortie dans les années 2011-2012 pour la première version, et puis le châssis, la formule a un petit peu évolué au fil du temps. Donc dans cette version, donc dans le kit déjà, on a intégré les pneus, la carreau, tout le châssis bien sûr et les ailerons, ce qui fait que c'est un des rares kits du marché à avoir un baggage complet en fait, quasiment prêt à rouler. On n'a plus qu'à mettre l'électronique dedans pour commencer. On reparlera un petit peu des tests que j'ai pu faire pour les pneus un petit peu plus tard dans l'essai final. Et puis un petit peu de la qualité de l'ensemble du kit. Donc ce kit est fourni, comme je vous l'ai dit, avec toutes ces pièces. On retrouve également un manuel. Alors on va déjà commencer à faire un petit point sur ce manuel, puisque vous voyez, il n'est pas très épais. Et pour cause, puisqu'il y a, je sais pas combien, une dizaine de pages, à tout casser. Et en fait, la plupart des montages, en fait, on voit ici, ce sont plutôt des vues éclatées en fait que des étapes, comme on a l'habitude de le voir dans d'autres châssis. Donc ce qui quand même nécessite un petit peu de compréhension technique sur le montage. Donc c'est pas vraiment un kit qui s'adresse aux débutants. De par sa, on peut pas dire la complexité, mais voilà, c'est pas vraiment du étape par étape où on vous explique tout ce qu'il faut faire dans l'ordre. Là il faut un petit peu décrypter le montage, savoir un petit peu comment tout se monte. Avoir déjà, je pense, quelques notions en RC. Bon, cela dit, c'est un kit qui se monte quand même assez facilement, hein. Il n'y a pas vraiment de difficulté dans le kit. On reviendra un petit peu, d'ailleurs on va revenir sur le montage, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a en dessous, la carrosserie. Si, un petit point d'ailleurs sur la carreau. Donc la carreau, vous l'avez vu, c'est une carrosserie donc, qui est assez originale. Alors, comme je vous l'avais dit, en fait, dans le déballage, WRC sponsorise actuellement un pilote alors maintenant ça s'appelle la Formule 2, avant ça s'appelle GP2, en Formule 2, et on retrouve un petit peu ce look Formule 2, alors sauf que on a un aileron plus long derrière, hein, mais c'est un petit peu le look GP2, Formule 2. C'est pas vraiment un look de F1, mais bon, ça va plutôt bien, il y a pas mal de détails sur la carreau. Le seul petit défaut, c'est qu'elle est assez fine. On avait rencontré le même défaut sur le kit LM, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le kit dans lequel je parle. Sur le kit LM, en fait, sur tous les petits détails, en fait, l'excent est un peu fin, et on le voit ici notamment. Voilà, il peut arriver que voilà, sur les endroits vraiment plus fins, on est un petit peu sur des chocs latéraux par exemple, on peut avoir quelques coupures. Donc, mais sinon, bon, la carreau en elle-même fait plutôt bien son office, il n'y a pas à en dire grand-chose. On va continuer un petit peu aussi sur l'esthétique. Les ailerons, eux non plus, il n'y a pas de souci, hein, aucune casse pendant les essais. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'avant comme à l'arrière, ce ne sont pas des ailerons comme on a d'habitude de voir sur la F1. Donc ils ne sont pas standards en format Tamiya, on va dire. Donc c'est vraiment des ailerons spécifiques WRC, donc c'est à savoir, hein, quand vous prenez le kit. Donc là on n'est pas sur des standards du marché, donc vous ne pourrez mettre que des ailerons WRC. En ce qui concerne le montage, donc on va partir de, comme on le fait d'habitude, de l'avant, hein, pour aller vers l'arrière du châssis. Donc, comme je viens de vous l'indiquer, l'aileron non compatible. Donc tout l'avant en fait est flottant, en fait. Voilà, le châssis s'arrête ici. Donc tout le reste, en fait, tout le train avant est monté sur ces 5 colonnettes ici. Donc est flottant un petit peu, vraiment comme les F1 actuels. Donc ça reprend la philosophie vraiment des monoplaces modernes. Donc pour le train avant, on va retrouver donc un train inférieur en carbone.
Donc sur le train inférieur, comme d'habitude, des rotules, il n'y a pas de difficulté, en bas. Qu'est-ce qu'on a à savoir? Il y a une petite cale en dessous, je ne sais pas si on va la voir ici. Il y a une cale en fait qui permettra de descendre ou de remonter le train avant si on veut gagner sur la hauteur de caisse. Ensuite, donc pour le reste du train avant, donc le train supérieur est en plastique, avec un réglage de carrossage qui se fera à travers la roue ici. Attendez, je vais vous démonter la roue, comme ça on parle un petit peu du train avant, ce sera plus parlant. Hop, voilà. Un déroulement, comme ça je vais vous ouvrir la fusée. Donc en fait, à l'intérieur en fait, de la fusée ici, on va pouvoir régler le carrossage en vis avec une vis qui emprisonne une rotule. Donc toute la fusée en fait emprisonne la rotule, et pour le serrage en fait on a une plus grosse vis qui vient se mettre par dessus. Donc il faudra faire attention à ce vissage ici. C'est souvent des pièces qui ont tendance à bouger sur des chocs. Donc je vous conseille vivement peut-être pas de coller la cyano, mais de mettre une colle repositionnable ou du frein filé ou quelque chose comme ça quand vous faites ce serrage ici. C'est un bon tips, ça marche pas mal. Les fusées avant et les fusées, elles ont deux positions. Donc soit on peut les mettre dans le même axe que le Kingpin qui traverse là, soit on peut les mettre légèrement en arrière. Vous verrez en fait, on va repérer un petit peu dans les essais, que je vais dégrader un petit peu le train avant sur tous les essais que j'ai pu faire pour le rendre plus facile. Donc là ici j'ai choisi de donner encore un peu plus de chasse en mettant l'axe ici décalé vers l'arrière. La fusée en elle-même, donc il n'y a qu'une seule position ici. Et puis le renvoi de direction, bien sûr, permet de faire un réglage d'ouverture. Le carrossage, elle se fait sur cette pièce ici. En dessous, en dessous cette rotule, je ne sais pas si on va pouvoir le voir à la caméra, on va essayer. Donc en dessous de la rotule ici, on a un petit bushing en plastique, donc avec plusieurs trous. Donc ils vont nous donner plusieurs réglages en fait qui vont retirer en fait le train avant, l'arrière du train avant, enfin, l'arrière du triangle, je vais y arriver, et qui va faire en fait reculer. Hop, je vais venir essayer. En fait, ça va tirer en fait tout le train avant par là, et donc redonner un petit peu plus de chasse. Donc on va se retrouver avec des réglages entre 3 et 12 degrés comme on a sur les autres F1 du marché. Donc là, on se retrouve sur des réglages identiques. Important aussi sur ce kit, il y a un petit bug en fait, pas un petit bug mais un petit montage erroné dans le manuel, puisque ici vous le voyez, on a un renvoi de direction en alu sur le manuel en fait. Je vais vous montrer. Hop, sur le manuel on a, je crois que c'est avant la fin. Est-ce qu'on va le voir? Hop, bon, on le voit déjà ici, mais on va essayer de le voir en détail ici, voilà. Donc ici, en fait, on s'aperçoit qu'il y aurait normalement une pièce avec un ressort qui serait un sauve-cerveau. Donc dans cette version 2017, je pense qu'ils ont repris l'éclaté d'une autre version, mais dans cette version, là, il n'y a plus de sauve-cerveau. On voit ici dans le détail du sauve-cerveau, du montage. Donc avec un axe traversant. Là, il n'y a plus de sauve-cerveau. Donc bon, après, on en prend note, ce qui va induire quelques dommages, notamment que j'ai eu sur une fusée ici, qui a été cassée lors d'un roulage. Bon, c'est à savoir. Donc pas de sauve-cerveau, donc on ne pourra pas non plus mettre de sauve-cerveau ici, puisqu'on a un tirant avec 2 biellettes. Alors on pourra, de toute façon, la pièce doit être disponible en option sur les anciennes versions, puisque c'est un montage qu'on trouvait déjà sur la version d'avant. Donc on pourra tout à fait monter un sauve-cerveau si besoin. Le cerveau, donc lui, est monté donc en arrière,
Donc voilà, en fait l'axe du cerveau est en arrière. Et puis il faut bien sûr un cerveau low profile, puisqu'on n'a pas la place de monter plus haut. Donc le profil obligatoire pour ce montage. Donc comme je vous l'ai dit, les 5 colonnettes emprisonnent le train avant. Ensuite on va retrouver un châssis assez étroit. Hein. Donc on a quand même la place, hein, largement la place pour mettre l'électronique. Ici il y avait un récepteur que j'ai enlevé pour l'essai d'une autre voiture, mais bon voilà, en gros avec récepteur et variateur il n'y a aucun souci pour mettre toute l'électronique. Et puis derrière on va trouver la place pour l'accu. Donc l'accu on pourra le mettre au choix, donc soit en longitudinal soit en transversal. Moi j'ai choisi de le mettre en transversal. Il y a un truc qui est pas mal en fait sur ce châssis, c'est le positionnement de l'accu. Puisqu'en fait pour rentrer l'accu, il suffit juste de dévisser cette vis là. On tire la petite fixation ici. Et puis on peut rentrer l'accu. Hop. On remet. On revisse. Donc ça prend allez, 10 secondes à tout casser. Et l'accu est fixé. Et il bouge plus. Donc c'est vraiment sympa comme système. Je trouvais ça hyper intéressant. C'est vraiment original. D'ailleurs, tout à l'instar du reste du châssis, on retrouve des solutions qui sont vraiment pas communes sur le marché. Donc voilà, c'est un truc à savoir. C'est vraiment un châssis artisanal, hein, mais dans le bon sens du terme, avec des solutions vraiment innovantes. Donc ça va peut-être un peu loin des fois au niveau du réglage, parce qu'on se retrouve un petit peu sur quelque chose de pas très connu, hein, sur des réglages dont on a. Et on va continuer donc sur l'arrière du châssis. Donc je vous l'ai dit, la batterie transversale, le ressort central. Donc là c'est un réglage qui est pas mal, hein, celui qui est dans le kit. Donc le ressort fait bien, enfin le ressort et l'amortisseur fait bien son office. Là-dessus il n'y a pas de difficulté. On est un petit peu court en réglage si on veut rajouter un petit peu du droop. En fait on pourra jouer un petit peu plus avec la chasse, mais là en fait au niveau du filetage, on arrive presque au bout de l'amortisseur. Mais bon ça passe, il n'y a pas de difficulté. Là-dessus c'est ok. L'amortissement latéral, c'est là que c'est intéressant. En fait on va voir sur cette pièce ici. Je ne sais pas si on va pouvoir faire la mise au point ici. Donc en fait on a une pièce alu en fait qui va tenir ici le pivot central, et puis on va avoir deux colonnes ici de chaque côté, deux colonnes avec un filetage au bout sur lequel on va en chasser, donc il y a deux rotules en dessous, hein, et on va en chasser les ressorts dedans. Ce qui fait qu'on va éviter en fait tout le système de link qu'on a l'habitude de voir actuellement sur les châssis. Et puis on se retrouve à avoir un mouvement latéral qui est quand même assez fluide, hein, et un mouvement aussi longitudinal qui marche très bien. Donc il n'y a pas aucun blocage, hein, dans toute la cinématique. Donc c'est pas mal. Ça permet aussi de régler le tweak en serrant, par exemple si votre châssis se lève plus d'un côté que de l'autre, en serrant le ressort d'un côté ou de l'autre. Et puis on va aussi avoir donc plusieurs ressorts disponibles en option. Donc on va pouvoir jouer sur ce petit réglage. L'amortissement latéral, lui, est fait donc par un damper, un simple damper à graisse. Donc pas de double action comme on a sur les autres F1 du marché. Et puis à l'arrière, on va retrouver donc le pod en aluminium. Et puis un diff. Alors le diff, je le trouve pas hyper libre. Alors c'est pas catastrophique non plus, mais je le trouve un petit peu moins libre. Alors ils ont choisi pour ce montage d'utiliser un standard, justement le standard Tamiya, c'est-à-dire un axe de 6 mm, et puis des couronnes compatibles TAM. Donc je sais pas si j'en ai, ouais, j'aurais dû en sortir tout à l'heure. Donc en fait on va avoir dans le kit des couronnes en 64 dp, une couronne en 64,
dans lequel il viendra s'insérer un roulement, hein, comme ça se fait sur les F104. C'est exactement le même principe. D'ailleurs, je pense qu'elles sont compatibles, interchangeables entre elles. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je trouve que la couronne qui est livrée avec le 21.5, ah oui, il y a un pignon aussi qui est livré dans le kit, j'ai oublié de le préciser, un petit pignon, donc vraiment très court. Donc avec le 21.5 et la couronne standard, bah, vous allez vous traîner. C'est vraiment très court comme démultiplication, donc c'est vraiment lié, enfin c'est vraiment, comme on dit, prévu pour des petits circuits, type indoor, as moquette ou ce genre de choses. Dès que vous allez vouloir rouler dehors, il faudra soit diminuer la taille de la couronne, et là dans ce cas-là il faudra passer, alors chez WRC ils en ont des couronnes plus petites, ou alors il faudra passer sur du TAM, ou alors il faudra passer comme on le faisait sur la F104, avec la petite pièce, c'est un petit rond, un petit adapteur qui se met dans les couronnes et passer sur des couronnes classiques en 64 ou 48 dp type Kimuro compagnie. Ça marche très bien, c'est ce que j'ai fait ici. Donc ici j'ai mis une petite couronne avec un pignon un petit peu plus grand. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la couronne de base, qui est quand même assez large, ne permet pas en fait, avec le bâtimoteur, de reculer suffisamment le moteur pour mettre des gros pignons. Des très gros pignons. Donc on ne va pas pouvoir descendre à des ratios genre 2-1, 2-2, 2-3 avec ce genre de couronne d'origine. Donc il faudra passer sur des couronnes plus petites obligatoirement. Le support moteur, lui, donc en haut et en bas, il n'y a pas aucun souci de ce côté-là. Assez fin de l'autre côté, un petit peu ajouré. Je ne sais pas si on le voit. Donc on pourra mettre par exemple un ventilo, ce genre de choses. On a la place pour passer des câbles. Donc là-dessus, c'est pas mal. Et puis derrière, on va retrouver un joli diffuseur. Un système donc avec un diffuseur et qui est donc directement monté sur le châssis. Alors le châssis est couvert d'une protection, c'est pas le vrai carbone, c'est une fausse protection au carbone. J'aime bien protéger les châssis pour rouler. Donc qui est directement le diffuseur est monté directement sur le pod derrière. Et puis l'aileron arrière, lui, est monté sur ces deux colonnes en fait qui fixent les deux pods d'aluminium. Donc il n'est pas réglable en hauteur, voilà. Mais par contre il sera réglable en inclinaison ici. Donc on aura deux positions pardon, pour le réglage de l'aile supérieure. Donc voilà pour le montage. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc la qualité de fabrication, c'est quand même pas mal. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment des solutions qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc c'est ses avantages, ses inconvénients. On va se retrouver un petit peu tout seul à faire les setups. Par contre, si on veut une voiture différente, c'est vraiment un châssis qui est très intéressant. Voilà, la qualité de fabrication, aucun souci. Pendant le roulage, comme je vous l'ai dit, j'ai cassé une fusée. En plus, c'était même pas moi qui l'ai cassé. Je fais un petit clin d'œil à Benoît au passage. Moi, je l'ai quand même pas mal fait rouler. Donc c'est une casse qui est pas étonnante, hein. On arrive tous à plus ou moins ce genre de petits détails à casser. Donc une fusée, c'est quoi? C'est 5-7 euros, quelque chose comme ça. Donc bon, il n'y a pas d'autres casses majeures. Les ailerons, ils en ont pris pas mal, ils n'ont pas bougé. Je vous dis, la carrosserie est un peu fine, mais bon, on pourra de toute façon mettre une autre carrosserie du marché, là, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis dans la qualité, on va revenir un petit peu sur les pneus. Donc les pneus P1. En qualité, hein, je vous parlerai un petit peu des roulages après le vidéo que je vais vous montrer pour les essais que j'ai fait sur test. Donc en qualité, il n'y a pas vraiment beaucoup d'usure, mais j'ai pas fait énormément de packs avec. J'ai dû faire quoi parce que j'ai testé un peu plusieurs pneus, hein, pour ce setup. Avec les P1, j'ai dû faire peut-être une dizaine de packs, une douzaine de packs. Donc pas d'usure prononcée, hein, sur le caoutchouc. Par contre, si je décolle un chouïa, mais alors vraiment un chouïa, sur la jante ici, donc on pourrait les recoller facilement. Et à l'avant, aucun souci. Pas de décollage, pas de vibration, les pneus sont bien équilibrés, donc là-dessus, tout va bien.
Donc maintenant je vais vous laisser regarder un petit peu ce que ça peut donner sur les essais sur piste, donc sur la piste asphalte du MACN sur lequel je fais les essais, donc à Nantes. Et puis on se retrouve un petit peu après pour parler de mon ressenti sur ces tests. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est un roulage que j'ai fait pendant tout le mois de mai. Donc j'ai le châssis, j'ai dû faire une bonne vingtaine, enfin 25 packs avec, à peu près, donc pour tester plusieurs réglages. Alors ce qu'on note tout de suite en fait quand on met le châssis sur la piste, avec les pneus, hein, donc avec les pneus WRC, c'est que l'avant est trop prédominant par rapport à l'arrière. En fait on a beaucoup trop d'avant. Et on se retrouve à avoir des effets de décrochage à haute vitesse qui sont très désagréables. On va rouler, et puis dès qu'on va toucher la direction, en fait, on va avoir l'arrière qui va commencer à partir, et puis impossible de récupérer la voiture. Donc ça, c'est dû en fait à un avant qui est trop prononcé, et puis un arrière qui est un petit peu dur, avec le réglage de boîte. Mais vraiment chouïa. Hein. Et puis malheureusement, c'est dû surtout aux pneus WRC, qui manquent vraiment de grip à l'arrière. Donc j'ai refait des tests moi après avec des rails, donc avec des XR et des R1. Donc les R1 qui ont un petit peu moins d'avant, et là la voiture a été transformée. Hein, c'est vraiment la chose qu'il lui fallait. Donc avec les R1, vraiment aucun souci, la voiture était vraiment stable partout, avec un bon grip général, et puis pas vraiment de difficulté pour la contrôler. On avait quand même encore beaucoup d'avant, hein, sachant que les R1 sont quand même assez sous-vireurs. Moi je trouve les pneus avant R1 sont assez sous-vireurs. Donc on se retrouvait quand même à avoir beaucoup d'avant sur la voiture. Donc ce qui vraiment fait dire que le train avant est trop efficace par rapport au train arrière de manière générale. Donc on va pouvoir régler ça, hein, effectivement, comme je vous l'avais indiqué, en reculant les fusées, en remettant de la chasse ici, en ouvrant le train avant, en durcissant par exemple les ressorts, qui sont assez souples hein, d'origine. Voilà, il y a plein de réglages qu'on pourra faire. Et puis en assouplissant par exemple le dumper latéral ici, le dumper à graisse, on va pouvoir l'assouplir pour redonner du train arrière, etc. En redurcissant le diff pour éviter les effets de patinage. Voilà, il y a plein de réglages qu'on peut faire. Et puis au final, on va se retrouver avec une voiture qui va marcher vraiment pas mal. Et qui est plutôt efficace sur la piste. Donc on le voit en fait sur la vidéo. C'est quand même vraiment prédominant sur l'avant. Donc ça, c'est vraiment la chose à faire. Donc ce qui continue aussi à me faire dire que c'est pas vraiment une voiture pour débutants. Hein, c'est vraiment
une voiture pour les gens qui savent, qui ont l'habitude des F1, ou qui savent un petit peu comment se comporte ce genre de châssis de roue motrice. Donc qui viennent de la Pancar ou qui viennent de ce genre de châssis un peu plus pointu, en fait, on va dire, à piloter. Alors c'est pas un mal, hein, ça va être une voiture, je pense, qui doit marcher vraiment fort sur moquette, par exemple, où là on va avoir besoin d'avant. Donc ça peut être un compromis intéressant. Et puis comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un châssis différent de ce qu'on trouve sur le marché. Moi j'ai un petit coup de cœur, hein, pour ce châssis, notamment pour la solution qu'il trouve au niveau du pod et tout. Et puis la fixation de batterie, je trouve ça génial. J'ai un petit coup de cœur pour ce châssis. Je pense que je vais le garder. Je vais peut-être le transformer en LMP, puisque le LMP 16, je crois pas qu'ils ont sorti de LMP 17 encore. Mais le MP16, c'est vraiment le même châssis, hein, qu'ils ont transformé avec comment ça s'appelle, un support avec un pare-choc avant, pardon, et puis des supports latéraux. Donc on pourra comme ça passer de la F1 au LMP sans souci sur ce châssis. Donc voilà ce qu'on pouvait dire donc, sur ces essais. Moi je continuerai un petit peu, je pense que je vais la passer au LMP et puis peut-être des mousses, on va voir, peut-être des gommes. Et puis je vais continuer à rouler avec, et puis je vous redirai peut-être un peu plus tard ou sur les forums les ressentis que j'ai donc avec une Cairo qui a un petit peu plus d'appui, voir ce que ça donne. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cet essai. Je voulais remercier au passage donc WRC qui nous avait fourni ce kit pour ce test. Au passage, et puis ils sont par ailleurs super actifs sur les pièces. Je leur avais demandé des couronnes, des trucs comme ça, et puis il manquait une pièce. Qu'est-ce qui manquait dans le châssis? Je crois qu'il manquait une vis ou un truc comme ça. Ah non, il manquait le support supérieur, ils me l'ont envoyé dans la semaine en express, donc vraiment aucun souci. Bon, c'est des choses qui arrivent des fois dans les kits, hein. Puis on voit que WRC c'est quand même une entreprise à taille humaine, hein, donc c'est pas vraiment une grosse multinationale, mais ils sont hyper actifs, donc ça c'est vraiment sympa. Et puis je voulais remercier aussi au passage Maxime qui nous a fait des prises de vue sur la piste. Nous on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. D'ici là je vous invite comme d'habitude à aller vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez avoir les vidéos dès qu'elles sortent, mettre un petit pouce, ça peut être sympa. Et puis comme d'habitude, notre page Facebook rcf1.fr et notre forum rcf1.fr sur lequel vous retrouvez la communauté F1 francophone. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!